Bonjour et bienvenue au Hub des territoires. Pour cette succession de courtes présentations, qu'on dit autrement les pitchs de start-up des solutions innovantes pour les petites villes de demain, au service de leur redynamisation. Je suis Alexandra Ringo-Botman, je suis responsable innovation ouverte à la Banque des territoires. Avec l'équipe, nous sommes ravis de vous accueillir ici en présentiel et en ligne. Tout d'abord, quelques mots sur le Hub. Vous venez d'entendre avec notre courte vidéo. C'est un dispositif et un lieu qui incarne la stratégie écosystème de la Banque des territoires et qui réunit des acteurs variés, aussi bien publics que privés, pour faire avancer la cause des territoires et leur transformation. Inspirer, concrétiser, rassembler au travers d'événements, d'ateliers, de rencontres et encore des résidences. C'est notre cœur d'action au sein du Hub des territoires. Et je vous invite évidemment à regarder notre agenda en ligne et vous inscrire sur notre newsletter, à notre newsletter. Aujourd'hui, alors que les conventions cadres de petites villes de demain sont en cours d'élaboration, nous vous invitons à découvrir 4 startups proposant des solutions innovantes en matière de concertation locale et de diagnostic mobilisables par les lauréats de ce programme. À nos côtés, dans l'organisation de cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue de la direction de réseau, Franck Chagnot, coordinateur du programme Petite Ville de demain à la Banque des Territoires. Bienvenue, Franck. Le programme Petite Ville de demain, évidemment, est au cœur de notre action à la Banque des Territoires. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir tous collectivement au web. Et ce pitch a été conçu main dans la main avec ton équipe, mais également avec le programme Smart City, aujourd'hui représenté par François Pagneuillet. Pourquoi ces pitchs de solutions innovantes au Hub des territoires ? Tout simplement parce qu'au Hub, nous sommes convaincus qu'il est important de favoriser la diffusion des solutions innovantes au service de la transformation des territoires et favoriser les rencontres et les collaborations entre acteurs publics et privés. Nous sommes heureux de voir que beaucoup de collectivités sont en ligne et connectées aujourd'hui. Et pour vous montrer en quoi ces solutions sont adaptées à vous, collectivités, nous avons tenu à ce que des collectivités puissent témoigner systématiquement après chaque pitch. Je remercie d'ailleurs tous les représentants des collectivités qui témoignent aujourd'hui, dont Monsieur le maire de Triport, qui est aujourd'hui dans la salle, Jean-Michel Maurer, référent numérique de l'Association de Petites Villes de France. Aujourd'hui, il y aura 2 séquences dans ce pitch. Une première séquence autour de comment associer les habitants au projet de territoire et une deuxième séquence autour de comment diagnostiquer son territoire à l'aide de la donnée. Les startups qu'on vous présentera aujourd'hui ont été identifiées grâce à la veille qui est faite dans l'équipe Programme Smart City, également l'expertise de ton équipe, Franck, et aussi avec l'aide de la direction d'investissement. Parce qu'en effet, parmi des entreprises qui vont être présentées, la Banque des Territoires a investi de façon minoritaire dans 2 d'entre elles. Et puis, petit important d'indiquer que malgré ces bons filtres, cette sélection, bien sûr, il n'y a pas de garantie, en tout cas nous n'apportons pas de garantie sur les sociétés, parce que les sociétés, bien sûr, restent autonomes, ils évoluent comme elles le souhaitent, et qu'il n'y a pas de lien pour autant de label de la Banque des Territoires dessus. Sur ce, je laisse maintenant la parole à Franck pour présenter ce qu'on fait en matière d'innovation au sein du programme Petite Ville de demain. Merci Alexandra, merci beaucoup. Merci donc aux équipes du Hub de nous accueillir et d'avoir permis ce temps d'échange auquel vous êtes connectés nombreux et vous étiez inscrits à plus de 150 inscrits si je ne me trompe pas. Donc merci pour ce dispositif que vous nous mettez à disposition et qui, vous l'avez vu, nous permet aussi d'intervenir d'une manière décloisonnée entre différents secteurs, entre différentes directions de la Banque des Territoires, pour justement voilà, apporter une offre qu'on veut complète au territoire. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que la Banque des Territoires est un partenaire de premier plan sur le programme Petite Ville de demain. Alors, je vous rappelle que
auprès de ces 1646 villes hein, qui sont concernées par ce programme, on apporte, comme partout en France, l'ensemble de nos moyens de financement. Donc, on a beaucoup évoqué l'investissement, mais on peut aussi être prêteur auprès des acteurs publics locaux. Et c'est un métier, je dirais, historique dans la maison. Donc, on le déploie auprès des petites villes de demain, comme dans le reste du territoire. Mais dans le cadre du programme, il y a quand même un effort tout à fait particulier qui est fait par la Banque des Territoires pour renforcer l'ingénierie des petites villes de demain, puisqu'on contribue d'une manière très significative au financement des postes de chefs de projet dans ces petites villes et que nous apportons également des moyens pour cofinancer les études et les expertises dont elles ont besoin pour élaborer leurs projets de redynamisation. Notre objectif, donc vous le comprenez, c'est de permettre la réalisation des projets hein, dans ces territoires et par ces petites villes, dans les petites villes comme ailleurs, même si sans doute c'est un peu plus compliqué peut-être dans ces petites villes qu'ailleurs, notamment parce qu'elles n'ont pas toujours accès à cette ingénierie si précieuse pour monter les projets. Et nous, on a la conviction qu'en apportant cette ingénierie, on peut leur apporter les moyens de réaliser ces projets et que parmi les moyens, l'innovation est aussi un très bon levier dont elles peuvent se saisir, à condition, voilà, bien entendu, qu'on puisse s'en donner les moyens. C'est un bon levier dont elles peuvent se saisir parce que ça peut leur permettre sans doute d'aller plus vite, de gagner en efficacité, d'avoir des actions plus pertinentes et puis d'améliorer l'impact finalement à travers l'innovation des actions qu'elles mènent pour la revitalisation de leur territoire. Et aussi très concrètement, on pense que l'innovation, ce sont des apports qui peuvent améliorer la vie des habitants, c'est-à-dire être au service de tous finalement dans les territoires. Mais l'innovation, c'est aussi en soi un axe de redynamisation à travailler. Car on pense que, nous, notre credo, en tout cas à Petite Ville de demain, c'est qu'il n'y a pas de taille critique pour être innovant. On peut être innovant, quelle que soit sa taille, parce que l'innovation, bien souvent, ça tient plus à la manière de poser un regard sur les problèmes et puis à une forme d'audace pour tenter des solutions qu'à une taille ou une masse qui pourrait faire que les uns seraient plus innovants que les autres. Mais l'innovation, ça tient aussi à la possibilité quand même d'accéder à des outils et à des acteurs eux-mêmes innovants. Et donc, c'est pour cela que nous avons contribué à constituer cet annuaire de la Smart City, dont d'ailleurs une partie est tout à fait fléchée vers les petites villes de demain, et qu'il est accessible à tous hein, sur la plateforme. Alors, tu l'as dit, c'est pas une labellisation, c'est un simple référencement, mais c'est quand même plus de 400 entreprises dont l'accès, la connaissance est facilité à travers cet annuaire et dont les petites villes de demain peuvent s'emparer. On l'a dit également, les petites villes sont en train de définir les projets qu'elles inscriront dans leur convention cadre Petites villes de demain, Valent ou RT. Alors certaines sont plus avancées que d'autres. Et dans cette période, on met également à leur disposition 2 outils très, très concrets et simples sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour utiliser la data et pour favoriser la participation citoyenne. Le premier, c'est DataVis PVD. Il est également accessible librement sur le site internet de la Banque des Territoires. Il propose des cartographies, des infographies à différentes échelles, communales, EPCI, c'est assez classique, mais aussi infracommunales, donc à l'intérieur même de la commune, une partie des données qui sont données sur un carvoyage à 100 mètres. Donc ça donne vraiment une autre manière de voir les données. Et puis, donc c'est un outil qui peut permettre, dans une logique de diagnostic ou d'aide à la décision, d'utiliser ces datas disponibles. Le second outil, c'est Purpose. Hein, donc là, c'est un outil également en accès gratuit, alors sur la première année là, qui donne accès à une palette de solutions de participation citoyenne en ligne. Et donc, on aura le plaisir d'avoir une démonstration un peu plus complète de l'outil et de ses possibilités, donc j'en dis pas plus. Voilà, mais donc ces deux entreprises aux côtés desquelles nous nous sommes engagés ne sont pas les seules. C'est pas les seules non plus auxquelles on donne accès à ce hub. Hein, c'est vraiment le hub de l'écosystème Banque des Territoires. Donc ce sera l'occasion de donner la parole à 4 de ces entreprises sur les 2 thématiques qui ont été introduites tout à l'heure, donc j'y reviens pas. Donc je les remercie encore
très vivement de leur participation. Je remercie également particulièrement les collectivités qui ont bien voulu témoigner à leur côté. Et sans plus attendre, je cède la parole à François qui va avoir le rôle effectivement, veiller au temps et de s'assurer de passer la parole aux intervenants. Merci beaucoup. Alors, pour être le plus efficace possible dans la tâche qui m'est confiée, veiller au temps, je vais appeler sans plus attendre les deux premiers intervenants. Cap Collectif, NeoCity et évidemment la ville de Trillport. On commence par Cap Collectif. Romain, je te cède la parole tout de suite. Yes, merci beaucoup François. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ceux qui sont présents, ceux qui sont également à distance. Merci au Hub également pour l'accueil et pour nous laisser l'opportunité de présenter ce qu'on fait chez Purpose Cap Collectif. Alors déjà pour clarifier, la société s'appelle Cap Collectif. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nous parce que ça fait maintenant un peu plus de 7 ans qu'on travaille dans la participation citoyenne. Et Purpose est une offre de Cap Collectif. Et donc je vais pouvoir détailler un petit peu la différence entre les deux. Donc comme je le disais, Cap Collectif, ah oui merci, si on a les slides c'est encore mieux. On a peut-être celle d'après. Voilà, merveilleux. Donc du coup, Cap Collectif, entreprise pionnière donc de ce qu'on appelle la Civic Tech, le but de Capco, ça a été dès le départ de mettre à portée des décideurs un outil qui va permettre de venir, comment expliquer, incorporer dans le processus décisionnel toutes les parties prenantes de cette décision. Donc à la base de la base, on était amené à travailler avec des parlementaires qui venaient de travailler leur texte de loi sur notre outil. Sauf qu'il y a pas mal de collectivités qui sont venues nous voir en nous disant bah, nous on ne fait pas de loi, mais par contre on aimerait beaucoup utiliser vos outils pour venir justement solliciter nos administrés sur tout un tas de décisions qu'on prend chaque jour. Donc on a pris ce virage-là depuis 2015. Et aujourd'hui, on travaille avec un petit peu plus de 300 organisations, alors 150 collectivités. Le nombre a explosé depuis qu'on a lancé l'offre avec la Banque des Territoires, parce qu'aujourd'hui, il y a une centaine de petites villes de demain qui ont déjà créé leur compte sur Purpose. Et donc voilà, donc l'idée, ça a été de construire la boîte à outils de la participation citoyenne via des plateformes numériques. Ce qu'on a remarqué assez rapidement, c'est qu'on travaille beaucoup avec des grosses ou des moyennes collectivités qui ont des moyens financiers, qui ont des moyens humains et qui ont aussi une certaine culture de l'innovation, comme ça a pu être expliqué auparavant. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'était que pour que les plus petites collectivités puissent aussi faire de la démocratie locale, de la participation citoyenne, elles avaient besoin peut-être d'un petit coup de pouce sur ces trois volets. Et donc c'est grâce au partenariat avec la Banque des Territoires qu'on peut lever ces trois barrières qui sont un coût trop élevé d'acquisition de ce genre d'outils. Donc avec Purpose, la différence de Cap Collectif, la technologie est la même. Sur Cap Collectif, on va avoir des plateformes qui sont personnalisables entièrement au niveau de la collectivité. Donc la plateforme de l'Île-de-France ne va pas ressembler à celle de Clermont-Ferrand, etc. La différence avec Purpose, c'est que la plateforme est mutualisée. Donc les différentes collectivités ou associations et autres types de décideurs qui viennent mener leurs projets sur Purpose partagent un espace commun. Donc ça nous permet de faire baisser les coûts. La première année, ça nous permet d'offrir effectivement un accès premium aux petites villes de demain, mais quand même de proposer lors de la seconde année, si les collectivités souhaitent poursuivre, un abonnement à coût réduit. Le second, ce sont sur les ressources limitées. Donc on vient aussi proposer un accompagnement à ces collectivités-là. Donc une formation est offerte en plus de l'outil pour que vous puissiez évidemment vous en servir du mieux possible, plus des experts en participation. Il faut savoir qu'on a géré un petit peu plus de 1500 projets participatifs depuis notre création. Donc on commence à avoir un petit peu d'expérience. Et donc on a une équipe de personnes qui sont aussi à votre disposition pour vous accompagner. On propose également plusieurs prestations de conseils en supplément de l'offre avec la Banque des Territoires sur Purpose. Et puis aussi rejoindre Purpose, c'est rejoindre une communauté apprenante. Donc on organise régulièrement des webinaires, des présentations pour faire des retours d'expérience. Le dernier en date était le 30 mars, où on a eu les deux premières collectivités qui ont atteint les 10% de taux de participation sur leur tout premier projet sur Purpose, qui sont venus expliquer comment est-ce qu'ils s'y sont pris, comment ils s'y sont organisés en interne, quels moyens ils ont mis dans la communication, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite, etc.
Voilà pour moi, je ne sais pas si je respecte bien le timer, mais en tout cas, je vais pouvoir passer la parole à Alexandra de la mairie de Fronton. Pendant ce temps, vous avez un petit visuel des 10 applications que vous avez sur Purpose pour pouvoir interagir avec vos administrés. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Bonjour, je suis Alexandra Emery, 12 ans. Je suis responsable de communication et de culture de la ville de Fronton. Cette jolie ville que vous voyez en arrière-plan derrière moi. Fronton, brève présentation, est une ville de 6 000 habitants, 6 200 habitants au nord de la Haute-Garonne, entre Toulouse et Montauban, qui est lauréate du programme Petite Ville de demain. Et à ce titre, comme il a été déjà dit, nous bénéficions d'un certain nombre de soutiens financiers et d'accompagnement technique de la Banque des territoires, notamment des subventions pour le chef de projet Petite Ville de demain, pour accueillir un manager de commerce et justement pour accéder à titre gratuit pendant 1 an à la plateforme collaborative Purpose. Donc, dans ma brève présentation, et je vais faire de mon mieux pour respecter le temps imparti, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi d'utiliser Purpose, à quoi ça sert, et vous faire un bref retour d'expérience. Alors, pourquoi utiliser Purpose à Fronton? Mais parce que tout simplement, nous avons voulu saisir l'opportunité qui nous était offerte par la Banque des territoires. Mais au-delà de cette évidence, il y a un certain nombre de raisons qui nous ont poussés à commencer à utiliser cette plateforme. Tout d'abord parce que, il faut le dire, elle répondait parfaitement à la volonté explicite et forte des élus de renforcer le volet de consultation et participation citoyenne au sein de l'action municipale. Il faut dire que Purpose s'insérait ainsi dans un dispositif plus large. Nous avons déjà un certain nombre d'outils en place. Nous avons un conseil municipal des jeunes. Nous aurons bientôt un conseil consultatif des quartiers. Nous avons des réunions d'information organisées régulièrement. Donc, il y a toute une palette de mécanismes de participation classiques. Et Purpose vient s'ajouter à tout cela, nous permettant d'atteindre, de consulter, de mobiliser autrement des personnes qui ne seraient pas disponibles autrement pour ces mécanismes de participation classiques. La deuxième raison, qui est à mon sens importante, c'est que c'est un outil, cette plateforme collaborative est un outil qui correspond très bien à la sociologie de notre population. Cette petite ville au nord de la Haute-Garonne, elle a grandi très vite et sa population est composée actuellement de jeunes familles d'actifs qui sont très à l'aise avec le numérique et qui réagissent vite sur les moyens de communication numérique disponibles, qui par ailleurs composent le noyau dur de la stratégie de communication municipale. Nous avons bien sûr les supports de communication classiques, panneaux d'affichage, panneaux lumineux, journal municipal, tout ce que les collectivités ont. Néanmoins, nous avons beaucoup investi dans le numérique. Nous avons un site internet propre que vous voyez sur l'écran. Nous avons une page Facebook qui compte plus de 4000 abonnés, ce qui est pas mal pour une ville de 6000 habitants. Nous avons une newsletter électronique hebdomadaire avec 1500 abonnés. Donc tout cela pour vous dire qu'il y a un environnement favorable qui nous permet de mettre à profit les outils de la plateforme collaborative Purpose. Et justement, Purpose nous permet d'enrichir considérablement la palette d'outils de participation et de consultation sans pour autant, comme il a été déjà par ailleurs dit, sans pour autant surcharger nos services parce que vous vous imaginez bien, on n'est pas trop nombreux, nous sommes 3 dans le service qui fait communication, culture et autres activités à part cela. Donc, nous n'avons pas la possibilité de développer un service spécifique pour la participation et la consultation citoyenne. Donc, tout ceci explique peut-être un peu l'utilisation que nous en faisons et les résultats que nous obtenons. Alors, il faut dire que nous utilisons Purpose depuis le 1er mars. Donc, on a 1 mois déjà d'expérience. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Nous avons commencé avec le plus simple, entre guillemets. Nous avons commencé avec une première enquête auprès des habitants, coordonnée justement par notre manager de commerce.
Il s'agit d'un questionnaire en ligne que vous voyez affiché sur l'écran d'accueil de notre site Internet. C'est un questionnaire qui interroge justement la dynamique de nos 2 marchés hebdomadaires et de nos commerces. Un questionnaire qui a été lancé le 7 mars et qui sera ouvert jusqu'au 17 avril. Jusqu'à maintenant, nous avons déjà 285 réponses, ce qui est pas mal, vu notre expérience. Et l'analyse de ces réponses, évidemment, va nous permettre de raffiner la stratégie de dynamisation commerciale de la ville. Alors, ce n'est pas la première enquête en ligne que nous faisons. Nous avons déjà utilisé les outils gratuits qu'on connaît tous pour interroger nos habitants. Et cette expérience nous a permis de juger des avantages de l'outil Purpose. Donc, je vais être très, très succincte. À mon sens, les avantages du questionnaire sont d'abord qu'il propose un large type de réponses, à part les réponses classiques qui sont offertes aux répondants, c'est-à-dire la liste de déroulante ou les choix multiples. Il y a le vote avec classement, le vote avec classement qui notamment nous a permis d'interroger, nous pensons correctement, les habitudes d'achat, les pratiques de mobilité ou les attentes de nos habitants. Le questionnaire aussi permet de faire des sauts conditionnels, ce qui est vraiment important, c'est-à-dire il permet de déterminer le parcours du questionnaire en fonction de la réponse donnée à certaines questions. Nous avons 2 marchés, le jeudi et le dimanche. Donc les répondants qui disent ne pas fréquenter le marché de dimanche n'auront pas des questions relatives au marché de dimanche. Et donc l'expérience du questionnaire sera beaucoup plus agréable on l'espère. Aussi, on peut insérer dans le questionnaire des contenus multimédia, des images, ce qui permet d'illustrer des questions qui autrement seraient peut-être un peu obscures. Et finalement, et ceci n'est pas la moindre des choses pour tous ceux qui ont fait déjà des questionnaires en utilisant les outils gratuits en ligne, du côté des utilisateurs, on peut répondre sans s'inscrire au préalable, sans donner son adresse mail, sans donner ses coordonnées. Donc, il y a un respect des données personnelles qui est à prendre en compte. Donc, ça, c'est le questionnaire. Donc, comme je vous ai dit, 285 réponses et des résultats qui sont très importants ou très parlants. Nous sommes actuellement en train de faire un pas de plus. Nous ouvrirons très bientôt une boîte à idées, c'est-à-dire c'est un projet qui permet aux habitants de faire des propositions d'aménagement des espaces urbains du centre-ville. Et sur la base de leurs réponses, nous allons bien sûr raffiner la stratégie de rénovation urbaine du centre-ville qui sera définie dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Et nous allons aussi proposer d'autres enquêtes avant l'été, notamment pour améliorer l'accès et l'utilisation des équipements sportifs et culturels de la ville. Donc, nous comptons faire une utilisation assez intensive de la plateforme. Pour ce qui est de retour d'expérience, très brièvement, ce que je peux dire deux ou trois choses. Primo, c'est facile à utiliser. Vraiment, nous avons une formation initiale d'une demi-journée et nous avons pu nous en servir tout de suite. C'est très facile à manier. L'utilisation est très intuitive. Il y a une documentation vraiment exhaustive, systématique. Il y a des exemples assez nombreux de projets qui sont proposés par les collectivités présentes sur la plateforme. Donc, il n'y a aucun souci sous cet aspect. Après, la deuxième chose, c'est que ces outils sont, je dirais, polyvalents et adaptables. Donc, il y a une douzaine d'outils. Il y a le questionnaire dont nous sommes déjà servis. Il y a une boîte à idées que nous construisons maintenant. Il y a un budget participatif. Il y a d'autres outils. Et tout ça, ça peut s'agencer dans une diversité de projets en fonction de nos objectifs, en fonction de notre imagination, de nos besoins. Et enfin, ce que personnellement j'ai beaucoup apprécié, c'est que Purpose, c'est aussi une plateforme collaborative en interne. On participe à un groupe de discussion. On peut poser des questions, on peut lire les questions posées, on peut lire les réponses qui sont données.
on peut toujours trouver de nouvelles idées, donc on ne manque pas de sources d'inspiration. Et en guise de conclusion, en espérant d'avoir respecté le temps, et c'est peut-être pas la moindre des choses, pour une petite ville comme la nôtre qui n'a pas beaucoup de ressources financières, c'est pas du tout une commune riche, qui n'a pas beaucoup de ressources humaines non plus, c'est une solution qui correspond parfaitement, à nos besoins. Voilà, je m'arrête là. Merci. En étant prête à répondre à vos questions, bien sûr. Eh ben justement, une petite question qui émane. Vous avez précisé en début d'intervention que les habitants de Fronton sont très à l'aise avec le numérique. Est-ce que, malgré tout, vous avez prévu un certain nombre d'actions pour associer à ces questionnaires en ligne des démarches en présentiel, on va dire, pour s'adresser à un public qui ne va pas forcément sur le site internet de la mairie? Oui, en fait, il y a 2 choses. Nous avons, auprès de la communauté des communes du Frontonnais, de laquelle, Fronton fait partie, nous avons, une conseillère numérique. Nous avons saisi l'opportunité, offerte par le gouvernement d'accueillir une conseillère numérique. Et la conseillère numérique, par ailleurs, accompagne les habitants qui auraient des difficultés à accéder à ces outils numériques. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que, comme je vous ai dit au début, cette plateforme collaborative et ces outils numériques sont une partie, un élément de la stratégie de démocratie participative de la municipalité. Donc, même si nos habitants sont très à l'aise avec le numérique, on ne peut pas se limiter uniquement au numérique. Il faut construire une démarche qui est polyvalente. Donc, il y a des réunions en présentiel, il y a tout un ensemble il y a un conseil municipal des jeunes, le conseil des quartiers, et tout ça va ensemble. C'est très clair, merci beaucoup. Est-ce que l'intercommunalité est partenaire de la démarche aussi? L'intercommunalité, elle a signé la convention Petite Ville de demain avec la commune, et pour l'instant, elle ne se sert pas de la plateforme, mais on peut envisager des utilisations conjointes, bien sûr. D'accord. Eh ben, écoutez, si vous n'avez rien à ajouter, je propose qu'on passe à la seconde start-up de cette séquence avec NeoCity. Bonjour à tous, donc Thibaut Boulet, responsable commercial de NeoCity. Je suis accompagné de monsieur Jean-Michel Morer, le maire de Trilport, qui nous fait confiance depuis 4 ans déjà, donc on doit avoir un beau retour d'expérience. Je vais prendre la petite zapette. Tac. Pour répondre à cette question, que peut NeoCity pour les petites villes de demain? NeoCity, qu'est-ce que c'est? NeoCity, c'est pas un nom que vous avez beaucoup communiqué à vos administrés. Nous, ce qu'on fait, c'est des applications en marque blanche, au nom de la collectivité et à l'image des collectivités avec lesquelles on travaille. On travaille aujourd'hui avec 200 collectivités. Ça va du petit village d'Annainville et ses 700 habitants à une collectivité comme Genève. Donc on a un panel assez large et on travaille aussi de plus en plus avec des EPCI. On a une force principale qui est en moyenne, on a 25% de la population qui télécharge l'outil, ce qui est assez conséquent. Et derrière, la force que vous avez quand vous envoyez un message à 25% de la population, la visibilité que vous avez est assez forte. Et on a surtout un retour utilisateur qui est extrêmement positif, comme vous pouvez le voir à l'écran. 4,7 sur 5 de notre moyenne utilisateur. C'est ce qui est sympa quand on travaille sur le mobile, c'est qu'on est commenté par nos usagers et c'est beaucoup plus sympa quand les notes sont positives, évidemment, ce qui est le cas ici. Et vous voyez qu'en fonction de la collectivité, évidemment, on va s'adapter en termes d'image, en termes de charte graphique et surtout en termes de fonctionnalités et de cas d'usage. Alors, ça sera illustré de manière très très concrète par Monsieur Morer sur Trilport, mais évidemment, quand on pense à une application mobile citoyenne, on pense principalement au côté information, alerte, on pense éventuellement au côté gestion de signalement, c'est deux cas d'usage sur lesquels on va très très loin, mais on va aussi permettre d'ouvrir sur d'autres verticaux et de fédérer un maximum d'usages sur la même application, et c'est pour ça qu'on a toute cette part importante de la population qui télécharge l'application. Et j'anticipe peut-être une question sur le côté quelle tranche d'âge on va adresser sur l'application. On a fait des études assez récemment où on voyait que c'était extrêmement bien réparti entre... alors les moins de 20 ans sont sur TikTok et Instagram, ceux-là sont un peu plus durs à aller chercher, mais sur les 20-40 ans, les 40-60 et les plus de 60 ans, finalement, on a une très très bonne répartition.
Le segment le plus dynamique étant évidemment, comme c'est le cas sur Purpose, les jeunes parents d'élèves. Mais on va aussi retrouver beaucoup de plus de 65 ans qui sont très actifs sur les applications. Pourquoi ? Parce que dans une application, ils vont retrouver tout ce qu'ils ont besoin de savoir sur leur collectivité. Et pourquoi c'est pertinent encore plus sur les petites villes de demain? C'est une question qu'on nous pose souvent. C'est une application mobile, ok, sur une grande collectivité, mais sur une petite, quel est l'impact? Finalement, si on regarde un petit peu nos clients, on a déjà 30 collectivités qui sont adhérentes, enfin qui font partie du programme Petites Villes de demain. Si on regarde à l'échelle de l'ensemble de nos clients, on a 25% de collectivités qui comptent 5 à 20 000 habitants, donc on est en plein dedans. Si on ajoute les communes de moins de 5 000 habitants, ça fait 50% de nos clients, donc il y a vraiment une adhésion forte sur les petites collectivités. Ce qui nous fait particulièrement plaisir sur cette taille de collectivité-là, c'est qu'on a des usagers qui sont encore plus demandeurs. Quand plus la collectivité est à taille humaine, plus on va avoir une attente forte vis-à-vis des services municipaux, plus du coup on va avoir des taux de téléchargement qui sont intéressants. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait 25% de la population en moyenne qui téléchargeait l'appli. Sur les petites villes de demain, on arrive en moyenne à 30%, ce qui est assez conséquent. Et surtout, c'est plus facile d'avoir une démarche transverse à l'échelle d'une petite collectivité parce que on a moins de ressources, donc on a une meilleure vision sur tout ce qui peut se faire, mais on a aussi moins d'outils et du coup, c'est beaucoup plus facile d'utiliser un outil qui permet de faire pas mal de choses. Et du coup, on s'aperçoit que sur les petites villes, on arrive souvent avec des applications qui sont plus transversales, plus complètes que ce qu'on va retrouver sur des grandes collectivités qui vont avoir tendance à vouloir, dans un premier temps, sortir une application dédiée au signalement ou une application dédiée à la communication institutionnelle. Là, on va souvent avoir de la valorisation des commerces, des parcours de découverte, et, de la participation citoyenne, tout ça dans une seule et même application, avec évidemment des complémentarités, avec des outils métiers qui sont déjà en place. On peut d'ailleurs très bien intégrer une redirection vers une plateforme Purpose qui sera en place sur une petite ville. Donc c'est un outil qui est à la fois très poussé sur son périmètre de fonctionnalité, mais qui peut bien évidemment intégrer des fonctionnalités qui sont déjà en place avec d'autres outils à l'échelle de la collectivité. Et pour ça, je vais laisser Monsieur Morer illustrer tout ça sur la ville de Trillport. On va essayer d'être assez synthétique. Alors, simplement, c'est quel sens celui-là? Oui, alors en fait, très clairement, on a une réflexion sur comment mieux communiquer avec les habitants, en partant du principe que de plus en plus, le device favori, c'est le mobile. Ça amène d'ailleurs une réflexion sur l'évolution du prochain site de la ville, car effectivement, en fait, on est dans un effet tuyau où globalement, il y a de moins en moins d'éparpillement de l'information, on est de plus en plus concentré, et c'est vrai que le smartphone oblige à avoir une démarche assez épurée en termes de communication. Donc en fait, aussi, ce qu'il faut indiquer, c'est que c'est une information proactive. Pourquoi ? Parce qu'avec la technologie push, on a forcément des informations qui arrivent. Et c'est vrai que, notamment sur les alertes, je m'en suis rendu compte au niveau du Covid, mais on pourrait prendre aussi des exemples de villes telles Nemours au niveau des inondations, etc. C'est une valeur ajoutée forte, c'est-à-dire que, dont il faut aussi utiliser avec bon escient, parce que si on met une alerte pour tout et n'importe quoi, vous connaissez l'appel au loup, etc. Et c'est important. Mais ceci étant, sur le Covid, ça a été hyper efficace. Et c'est vrai aussi que quand on veut dégager un événement parmi d'autres, cette technologie push et cette alerte est importante. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que les atouts sont accessibles en un clic. Alors, ça veut dire aussi que le travail en amont sur qu'est-ce qu'on met comme service, il faut le tenir. Parce que sinon, le trop-plein amène forcément des problématiques d'utilisation. Ça veut aussi dire que la saisie, elle doit être régulière, parce qu'il y a une communauté qui s'entretient. Et on l'a vu, nous, on a eu des petits soucis à un moment donné en termes de personnel. C'est-à-dire que la personne qui était chargée de renseigner l'application n'a pas fait correctement son travail. Et on s'est aperçu que c'est un outil qui, comme il ne donnait pas d'informations fraîches, renouvelées, est un outil qui était moins utilisé. Et donc, ça nous a aussi incité à remettre le métier sur l'ouvrage, donc c'est jamais gagné, hein, c'est toujours un travail quotidien, et puis aussi avoir une mini-formation sur les informations pertinentes à signaler. Si vous signalez une date de concert sans dire l'horaire ou sans dire la localisation, c'est un problème. C'est des basiques, mais qui sont importants au quotidien, et notamment, je rejoins la ville de Fronton, la problématique des petites villes, elle est financière. La problématique des petites villes, elle est aussi, il faut être innovant, mais économe aussi, parce que tout simplement, on a des ressources qui sont ce qu'elles sont. Ensuite, c'est un modèle évolutif. Et le fait d'avoir depuis 4 ans un travail avec NeoCity,
on est parfois même sur la co-construction sur certaines solutions. C'est-à-dire en fonction de l'usage, on précise que ça serait pas mal, ça serait utile, etc. Et je vois par exemple sur le volet petit commerce, parce qu'on a un manager de commerce, Ville de Triport, avec le responsable maintenant PVD qui est arrivé depuis janvier. Le manager de commerce est arrivé avant d'ailleurs, le responsable de projet. Et bien sur le manager de commerce, on a suscité une création d'onglet sur les commerces, qui amène effectivement les éléments à se renseigner. Et on est en train de travailler sur un projet aussi d'arboretum. On travaille de plus en plus sur la biodiversité, avec notamment des essences d'arbres que l'on dissémine dans la ville, avec tout un travail pédagogique fait avec des écoles. Et l'idée, c'est d'avoir associé, on a nommé un responsable biodiversité dans nos services, qui fait un gros travail pédagogique. Et il va élaborer avec les élèves donc les recherches d'essences, les illustrations et la géolocalisation. Et donc, c'est aussi un travail qu'on va pouvoir mettre dans les parcours particuliers. Voilà à peu près sur la présentation très succincte du dispositif. Ouais, un autre sujet sur lequel on échange, c'est que typiquement, l'application va permettre de signaler des incidents sur l'espace public, des problèmes de voirie, des problèmes de propreté. La collectivité a déjà des outils, là en l'occurrence e-Cities, et l'idée, nous, c'est de notre côté, ça va être de mettre à disposition des web services qui vont permettre à ce prestataire-là de récupérer les données pour que les services, sur leurs outils habituels, puissent traiter les demandes des administrés, tout en bénéficiant des atouts de NeoCities, c'est-à-dire l'expérience utilisateur sur mobile, mais vous voyez aussi à l'écran le côté statistique qui permettent vraiment à la fois de récupérer de la donnée, mais aussi d'en générer et de mieux comprendre comment fonctionne sa petite ville, parce que même à l'échelle d'une petite ville, on a parfois une perception un peu erronée des attentes des administrés, et là ça permet vraiment de le quantifier, de le visualiser, ce que vous verrez aussi sur la deuxième partie des tables rondes. Alors ça peut me permettre aussi de faire un tout petit focus sur le France Relance, puisque la PVF, je suis aussi référent numérique de la PVF, on a beaucoup accentué le propos sur deux remarques importantes pour nous, puisque derrière l'appli, il y a aussi les services, notamment tout ce qui est famille, etc. Donc, à un moment donné, il va falloir se connecter. Donc, il y a une brique France Connect qu'il va falloir peut-être penser. Et surtout, l'interopérabilité, effectivement, et c'est plus facile à dire qu'à faire, a priori. Et c'est aussi un gros chantier, puisque globalement, on a une solution de GRS qui est peu exportable sur le, alors, gestion relation usager ou citoyen. Moi, j'aime bien le C comme citoyen plutôt que le GRU usager. En plus, ça fait service secret, c'est pas terrible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a besoin de cette interopérabilité. Une interopérabilité, c'est comme un pont, il faut deux piliers sur les deux rives. Et c'est vrai que mettre les deux piliers sur les deux rives en même temps, c'est un peu compliqué. Bon, par contre, on ne désespère pas, mais là aussi, on a notre souci. C'est que, bien évidemment, si nos cities sont mariés avec le smartphone depuis le début, parce que c'est leur raison d'être, on ne peut pas dire que sur les GRC et GRU, le smartphone est le device le mieux connu. Et il y a un mobile device first, de plus en plus le mobile, c'est le premier device. Et c'est vrai qu'il faut aussi que cette acculturation se fasse. Alors j'ai une question parmi les spectateurs. Qui alimente l'outil pour le compte de la commune? Est-ce que ça se passe dans le service communication? Et puis enfin, aussi, où télécharger l'application pour les habitants? Est-ce que c'est facile? Alors, l'alimentation, c'est le côté important et essentiel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas alimentation, l'outil ne sera pas utilisé. Puisqu'on le zappe rapidement. On a vu, nous, on a fait... quand il y a eu le confinement, de fait, j'ai été élu à plein temps. Et donc, je travaillais sur l'appli, puisqu'on avait des problèmes de personnel à l'époque, du fait du Covid. Et c'est vrai que l'appli a été très chargée. Et c'est vrai qu'ensuite, on a une responsable com qui n'a pas fait le job, faut le dire aussi. Et donc, à partir de là, on a vu un outil de moins en moins utilisé. Donc, on a des statistiques qui sont importantes. Non, c'est la ville qui met. Et d'ailleurs, il y a toute une collaboration, y compris sur la charte graphique qui s'est fait depuis. Et on essaye de dynamiser l'outil. On s'aperçoit effectivement qu'en dynamisant l'outil, il est de plus en plus utilisé. On est sur des bons taux de téléchargement. Aussi, bien évidemment, l'appli, elle est téléchargeable sur les deux types de systèmes d'iOS et puis Android. Et et de plus en plus, on fait référence à l'appli dans notre communication institutionnelle. Parce qu'effectivement, on se rend compte, on est présent aussi sur les réseaux sociaux. On est présent sur le print, mais
un peu moins pour des raisons financières, mais bon, on va y revenir sur un magazine, etc. Mais c'est vrai qu'il est important aussi. On s'est aperçu que sur le site internet classique, comme on a toutes les communes, eh bien, il y a de moins en moins de consultations de l'actualité puisqu'il y a les réseaux sociaux. Mais par contre, bien évidemment, tout ce qui a été service est très utilisé. Donc là aussi, il y a une réflexion qu'on doit avoir sur le cahier des charges du futur site en intégrant le fait que le smartphone est un outil de plus en plus en situation de mobilité, en situation, etc. C'est de plus en plus utilisé. Pour compléter, c'est vrai qu'on a deux principaux services qui sont impactés sur l'animation de l'application. Le service communication, évidemment, sur le côté contenu et publication de notifications. Et puis les services techniques sur la gestion des demandes de signalement. Problème de propreté, problème de voirie, c'est 60% des demandes qu'on reçoit via l'application. Donc en général, dans l'accompagnement NeoCity, il y a deux volets. Évidemment, on va former vos agents là-dessus. On va aussi accompagner sur les bonnes pratiques et aussi sur l'organisation des services pour répondre à ces demandes-là. Et puis sur le côté téléchargement de l'application, Monsieur Moret en a parlé, extrêmement important d'avoir une communication multicanale sur le fait que l'application existe et on est aussi là pour vous accompagner aussi et vous fournir tous les supports qui vont bien pour à la fois au lancement mais aussi dans la durée de vie du projet continuer à avoir des téléchargements. Et d'ailleurs j'ai pas forcément fait référence, mais sur les slides à un moment on voyait sur les statistiques de la ville de Triport qu'on continuait 4 ans encore aujourd'hui après la sortie de l'application à avoir de nouveaux téléchargements tous les mois. Et c'est extrêmement important de continuer à communiquer régulièrement sur ce type d'outils. Bonjour Monsieur Morer. Combien d'habitants ont téléchargé l'application à date? Si vous n'avez pas le chiffre précis, une ordre de grandeur? Eh bien, je ne l'ai pas noté. 22%. 1125, très exactement. D'accord. Sur une population de 5070 personnes. 5070 personnes, merci. On peut mieux faire. Merci infiniment pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou à distance? Pas à distance. Ben, sinon, je vous remercie encore une fois. Et oui, je vous applaudis. Et j'appelle maintenant les deux startups suivantes, et en réalité la startup suivante à venir me rejoindre sur le plateau, puisque la dernière interviendra à distance. Après avoir évoqué les questions de participation citoyenne et de concertation citoyenne pour impliquer les habitants, pour construire et élaborer son projet de territoire, on va maintenant dire un mot sur l'importance des données et de la mobilisation des datas. En commençant par le témoignage de la société MyTraffic qui est représentée aujourd'hui par Laura, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Alors, Laura Tabuteau, je suis team leader département secteur public chez MyTraffic. Team leader concrètement, c'est la direction du département en fait, chez MyTraffic. Ça veut dire que pour le coup, j'élabore la stratégie et je gère l'ensemble des opérations de ce département au sein de la structure. Avant de dérouler les slides, une petite précision. J'ai rejoint les deux cofondateurs, Hakim Sadawi et Gauthier Machelon, au lancement de la solution MyTraffic début 2017. On était 6 à l'époque, en pleine R&D sur le produit MyTraffic. L'idée au départ était d'accompagner les enseignes sur leur choix d'implantation à partir des données de fréquentation MyTraffic. Donc aujourd'hui, on va compter dans notre panel de clients des acteurs comme la Fnac, Histoire d'Or, Sephora, etc., qu'on accompagne aussi bien sur de l'implantation que de la gestion de parc. Et c'est progressivement, et notamment avec le lancement du programme Action Cœur de Ville en 2018, que j'ai ouvert le département secteur public chez MyTraffic pour apporter une réponse aux collectivités. Donc concrètement, pourquoi MyTraffic ? On vient aujourd'hui s'engager auprès des élus et pour garantir l'efficacité des politiques publiques à répondre aux principaux enjeux qui seront liés au commerce, à l'aménagement de territoire, à la mobilité et au tourisme. Donc concrètement, quels sont les sujets qu'on adresse ? Côté commerce, on va venir accompagner notamment des managers de centre-ville dans la réduction de leurs vacances commerciales, donc simplement en valorisant les cellules disponibles à partir des données de fréquentation MyTraffic. On intervient également sur la pérennisation des commerces de centre-ville avec les mesures de performance des animations, type braderie, marché de Noël, etc. Mais également à l'accompagnement des commerçants dans l'optimisation de leurs horaires d'ouverture.
On a ce sujet qui revient de manière extrêmement récurrente chez nos clients. Et enfin, la définition d'une stratégie commerciale qui sera basée essentiellement sur l'observation de la périphérie. Donc, quelles sont les performances du centre commercial X situé à proximité, par exemple, par rapport à mon centre-ville. C'est typiquement le genre de thématique auquel on répond pour le commerce. Côté mobilité et aménagement, la solution MyTraffic permet de mesurer l'efficacité des aménagements. Et en ce moment, on est extrêmement sollicité sur des sujets de piétonisation. Donc avec aujourd'hui une volonté de réduire la place des véhicules en centre-ville. La réponse également aux demandes d'indemnisation liées aux travaux d'aménagement. Donc là, c'est plutôt côté commerce. J'ai le retour des collectivités pour qui il est très difficile de venir prendre en compte les 2 derniers bilans pour venir établir le barème d'indemnisation, puisque ces bilans-là sont impactés par la crise sanitaire. Donc très compliqué de s'appuyer sur des chiffres d'affaires qui ne sont pas représentatifs d'une activité normale. Et donc, ils vont venir s'appuyer sur les données de fréquentation MyTraffic comme critère objectif d'évaluation. On a enfin la définition d'une stratégie d'aménagement à partir de l'observation des habitudes de déplacement. Typiquement, on viendra répondre à la question d'où viennent mes visiteurs. Et côté tourisme, l'idée à partir de la solution MyTraffic est d'adapter les services proposés par rapport aux typologies de visiteurs identifiés. On couvre 7 pays au total, la France, Royaume-Uni, Benelux, Allemagne, Italie et Espagne. Si toutefois, je dis n'importe quoi, mais pour la ville de Pornic, on identifie qu'on a 2% des visiteurs qui viennent de Barcelone, on rendra compte dans l'analyse de nos provenances de cette population-là qui effectivement a visité le territoire. Les 2 derniers points côté tourisme qu'on adresse aujourd'hui sont l'acquisition d'une meilleure connaissance des parcours touristiques sur le territoire. Concrètement, savoir que lorsqu'un visiteur fréquente l'abbaye à 50% du temps, il a également l'habitude de fréquenter la basilique, et ainsi adapter le parcours touristique sur le territoire, et enfin définir une stratégie de communication ciblée, parce que la solution MyTraffic sert aussi à ça, dans une logique de promotion, de pouvoir savoir d'où viennent mes visiteurs, aller les chercher, faire de la promotion sur ces territoires-là, et faire en sorte qu'ils reviennent en nombre. Concrètement, aujourd'hui, la solution MyTraffic a une place extrêmement importante, aussi bien auprès des décisionnaires que des techniciens. On a le cas du maire d'Aurillac ou encore du maire de Nevers qui sont des utilisateurs de la plateforme MyTraffic, qui vont s'appuyer sur la technologie MyTraffic pour pouvoir prendre leurs décisions, accélérer les prises de décision en matière de commerce ou d'aménagement. Et côté technicien et notamment manager de centre-ville, l'idée sera de pouvoir s'appuyer sur des éléments tangibles, des données concrètes pour pouvoir valoriser le territoire et mesurer l'efficacité de ses actions. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus d'une centaine de collectivités qu'on accompagne sur l'ensemble de ces thématiques. On n'a pas vraiment de taille critique finalement. On travaille aussi bien avec les métropoles du Grand Paris, de Strasbourg ou encore de Montpellier qu'avec de nombreuses villes Action Cœur de Ville. On est extrêmement présent sur le sujet. Et en réalité, sur Petites Villes de demain, on n'aura pas encore énormément de clients, puisque c'est vrai que les chefs de projet viennent tout juste d'être recrutés. Et donc, c'est un sujet, ou du moins, c'est la prochaine direction qu'on prendra. Et donc, c'est tout l'objet de la présentation d'aujourd'hui, que de pouvoir faire découvrir la solution MyTraffic. Concrètement, la technologie MyTraffic, c'est des algorithmes d'analyse des flux de piétons qui sont alimentés d'une part de données GPS d'applications mobiles. Aujourd'hui, on achète et on collecte de la data sur un panel d'une centaine d'applications qui sont majoritairement téléchargées par les Français. Donc 10 millions de mobiles au total sur le territoire français, ce qui nous permet d'avoir une très bonne couverture, puisqu'aujourd'hui, peu importe où vous êtes, on est en capacité d'avoir un historique de données sur ce territoire. L'avantage de la data GPS, c'est que c'est une donnée qui est disponible partout, sans installation de dispositifs intrusifs, donc on n'a pas besoin d'installer de capteurs, il n'y a pas de sujet de maintenance et on n'a pas besoin de demander d'autorisation particulier. On est sur une donnée qui a une précision de 5 à 10 mètres, donc on peut aussi bien raisonner sur une rue et mesurer l'impact d'une piétonisation que raisonner à l'échelle d'un périmètre ORT, par exemple, et donc là sur de plus grands ensembles. Et l'ensemble des données GPS collectées sont bien sûr collectées dans le respect du RGPD. Donc, on ne collecte pas de données à caractère personnel. Et l'ensemble des data MyTraffic ont vocation à produire des statistiques. On n'est pas un acteur de la publicité, on n'a pas vocation à aller cibler directement les individus. Il faut savoir que c'est un fait assez exceptionnel. On a été audité par la CNIL au premier trimestre 2021. On a un rapport qui atteste qu'on est bien dans le respect du RGPD, donc en totale transparence par rapport à ça. Et le redressement MyTraffic, donc par rapport aux algorithmes, sera fait via du comptage manuel sur le terrain. Donc on a 10 millions de mobiles à l'échelle du territoire français, c'est un échantillon qui est surreprésentatif et on va venir le redresser en allant
depuis donc 2017 sur différentes tailles de villes et différentes typologies pour simplement compter à l'œil humain les flux de piétons et ainsi ajuster nos algorithmes. Donc, on a été multiprimé sur cette technologie-là, qui explique le caractère unique et innovant de MyTraffic aujourd'hui. On est leader européen en matière d'analyse des fréquentations piétonnes avec de multiples atouts, puisqu'aujourd'hui on a développé une plateforme web intuitive et dynamique qui permet à l'ensemble de nos clients d'avoir une visibilité sur ce qui se passe sur leur territoire. Cette plateforme, et on va la voir tout à l'heure via certaines captures d'écran, vous permet de pouvoir suivre en continu vos projets, aussi bien à l'échelle d'une adresse qu'à l'échelle d'un périmètre, donc ça je l'ai dit, avec un historique de données assez conséquent qui sera disponible. Et tout au long finalement de votre abonnement, vous serez accompagné par l'équipe MyTraffic, aussi bien sur la prise en main de l'outil que sur l'interprétation des datas. Donc, cette plateforme, elle est assez simple, donc c'est une plateforme web. Chacun des utilisateurs ont un mot de passe et un identifiant personnel, avec la possibilité de se connecter lorsqu'ils le souhaitent. L'ensemble des données de fréquentation sont actualisées tous les mois, donc on a une donnée qui est récurrente, qui est actualisée. Donc typiquement, je mets en place une expérimentation de piétonisation le 12 décembre. Je vais à partir du 12 décembre et pour l'ensemble des mois qui suivront, mesurer l'efficacité de mon aménagement. Est-ce que finalement, ça a ramené plus de chalands sur la rue en question ? Donc une plateforme ouverte, une liberté géographique qui vous permet typiquement d'aller observer ce qui se passe sur les pôles périphériques ou sur un centre-ville voisin et ainsi mettre en perspective les données par rapport à un autre territoire, simplement. Et les indicateurs MyTraffic vont prendre aussi bien la forme d'indicateurs quantitatifs, combien il y a de personnes dans mon centre-ville, comment ça évolue dans le temps, que d'indicateurs un petit peu plus qualitatifs et notamment sur les provenances, pouvoir savoir d'où viennent mes visiteurs, où est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ont des affinités particulières ou des habitudes de déplacement sur d'autres territoires, etc., etc. Je vais laisser la parole peut-être à Morgane. Oui, parce que tu précisais que vous n'aviez pas encore beaucoup de clients PVD, mais vous en avez néanmoins une assez emblématique en matière d'innovation, c'est la ville de Saint-Amand-de-Montrond. Et donc, si Morgane Di Piso, directeur général des services, est avec nous, je lui cède la parole tout de suite. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, mais un peu plus fort, ce serait un peu idéal. plus Voilà. fort. C'est bon, je m'approche du micro. Donc voilà, je me présente Morgane Di Piso, je suis directeur général des services de la ville de Saint-Amand-Montrond. Donc c'est une sous-préfecture qui se situe dans le Cher. Et pour un peu mieux situer, on se situe autour on va dire, de 4 gros pôles on va dire urbains que sont du coup Châteauroux, Nevers, Bourges et Montluçon. Donc au confluent de ces quatre villes importantes. Donc on est effectivement lauréat du dispositif Petite Ville de demain. Pourquoi, du coup, peut-être commencer par un exemple pratico-pratique, pourquoi on s'est lancé dans l'aventure MyTraffic très rapidement. On a, voilà, comme la plupart des petites villes de demain, des problématiques de vacances commerciales et aussi, voilà, du coup, comment dire, une fréquentation du centre-ville qui peut interpeller. Donc, on a eu effectivement une action très forte en début de mandat qui a été sur une rue piétonne, ce qu'on nomme nous ici la rue Porte-Mutin, la mise en place de voiles d'ombrage pour agrémenter cette rue séduisante du centre-ville. Et on a effectivement, du coup, comme questionnement, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que du coup, il y a eu des flux nouveaux? Donc à part une enquête terrain où du coup, des fois, c'est la mesure d'impact on va dire, élu terrain qui peut, bon, en fonction des journées, dire bon, ça n'a pas marché, oui, ça n'a pas marché. Du coup, de dire mais avec quel outil on pourrait évaluer cette mise en place importante, en tout cas au niveau de la ville. Et donc, bon, moi, je suis arrivé assez récemment avec une casquette contrôleur de gestion. Donc c'est vrai que ça m'interpelle de ne pas pouvoir évaluer un certain nombre d'actions de la part de nos élus. Donc ça, on va dire, la solution MyTraffic est arrivée à point parce que du coup, grâce à cette solution, on commence quand même à avoir un outil d'évaluation en tout cas assez robuste et là, je peux dire clairement ce qui s'est passé suite à l'installation de ces ombrages. Donc cette présentation a été aussi séduisante de la part de MyTraffic parce que
ils ont pu tout de suite nous dire, hein, voilà, du coup, les événements significatifs qu'on a sur notre ville. Donc, exemple, du coup, ils nous disent, mais de manière hebdomadaire, il y a quelque chose un événement assez important qu'on voit pas dans d'autres villes. Donc, c'est vrai que c'était bon, bah, le marché, mais rien d'exceptionnel. Mais effectivement, par rapport à d'autres villes, on se signalait. On a une autre étude aussi qui avait été menée sur notre tissu commercial. Et le marché ressortait de manière anormale parce qu'effectivement, on avait quand même un événement plus exceptionnel que dans les autres villes au regard de notre taille. Et on a aussi un événement assez annuel aussi atypique, qui sont des foires et du coup effectivement, MyTraffic a tout de suite détecté du coup l'anomalie, en tout cas pour une ville de notre taille. Donc le chemin s'est fait assez rapidement aussi parce qu'on a aussi des élus terrain qui connaissent aussi la solution MyTraffic sur le volet commerce. Donc on a effectivement, ça a parlé tout de suite à nos élus parce qu'on a quelqu'un un maire adjoint à l'économie et au commerce qui se situe dans forcément son horizon professionnel et dans cette branche-là et qui du coup utilise en tout cas ce type de produit dans son univers. Donc là aussi, on va dire, la marche a été très rapide. Peut-être pour revenir du coup sur le volet petite ville de demain, c'est vrai que la solution est intéressante parce qu'on a pu implémenter dernièrement le périmètre ORT, donc savoir du coup sur notre périmètre qu'est-ce qui va se passer du coup prochainement sur ce périmètre en termes d'évolution, comme a dit tout à l'heure du coup aussi de savoir d'où viennent les flux un peu catégorisés. Donc d'avoir du coup des zones d'interprétation du coup sur ces flux-là. Donc ça, c'est, on va dire, c'est récent parce que on a signé du coup à la solution avec l'appui de la Banque des Territoires début janvier. Donc là, les zones sont en route depuis fin février. Donc les datas arrivent progressivement et on voit les évolutions. Donc voilà, voilà, du coup, c'est vraiment l'angle évaluation qui nous a séduit. Et la ville se transforme parce que voilà, on est lauréat du programme Petite Ville de demain, donc on a pas mal de choses qui bougent sur la ville, donc que ça soit en périmètre ORT, mais aussi en tout cas sur le volet extérieur. Donc d'avoir du coup toutes ces analyses-là et puis de suivre ça dans le temps, on a effectivement du coup beaucoup d'intérêt à avoir cet outil sur le long terme. Donc voilà, j'avais pas forcément plusieurs voilà. Après effectivement, il y a aussi on a un manager de commerce aussi qui voit un intérêt fort sur l'évaluation de l'attractivité de certaines enfin du coup certains emplacements commerciaux bien sûr. Donc voilà, c'est un multi-usage on va dire aussi pour nos aussi manifestations importantes de savoir d'où viennent les gens. On est catégorisé c'était une étude de 2019 par l'INRAE. On est centre structurant, du coup aussi de savoir est-ce qu'on l'est vraiment. Est-ce que du coup les habitants, enfin du coup les personnes qui viennent dans notre ville sont des, des communes proches ou enfin voilà, est-ce que ça reste dans un premier maillage ou est-ce que du coup on attire de beaucoup plus loin? C'est aussi ce qu'on veut avoir comme information grâce à cette solution. Donc cette solution permet d'avoir cette visibilité. D'accord, donc j'entends qu'il s'agit avant tout d'un outil pour objectiver, évaluer des ressentis ou qui pouvaient avoir lieu au doigt mouillé, si C'est j'ose ça, dire. c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou sur Teams? Non. Est-ce que Laura, vous voulez ajouter un mot? On a une question. En termes de budget, est-ce que l'outil n'est pas trop lourd pour une petite ville? Alors, tout dépend ce qu'on entend par lourd.
déjà. Mais aujourd'hui, on n'a pas de taille critique ni de taille limite au niveau des collectivités qu'on accompagne. À partir du moment où le besoin est identifié, où on est sur un sujet qui est concret, il n'y a plus vraiment de notion de budget. Je vous prends un exemple sur une ville comme Senlis, typiquement, un sujet de piétonisation, de gros enjeux pour Madame la maire, et finalement, on n'a pas vraiment discuté du budget. C'était de savoir, est-ce que MyTraffic va nous permettre de mesurer l'efficacité de notre expérimentation? Oui, preuve à l'appui, effectivement, on contractualise. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question. Vous avez travaillé avec des villes du programme Action Cœur de Ville. Est-ce que vous avez pu voir que l'objectivation de données avait pu venir nourrir justement le travail de formalisation de la convention cadre Ballon-ERT? Et si oui, est-ce que vous avez quelques exemples? Alors, sur le programme Action Cœur de Ville, MyTraffic a eu et a un impact aujourd'hui à 2 niveaux. Le premier niveau sur la définition du périmètre ORT, du périmètre d'intervention. Aujourd'hui, chaque collectivité a plus ou moins sa définition du centre-ville, du cœur de ville, potentiellement une définition qui était effective il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais en fait, le centre-ville s'est transformé pour X raisons. Et en fait, ce qu'on qualifiait de centre historique ou d'hypercentre il y a 10 ans, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc l'idée est aussi de pouvoir objectiver, montrer. On a un indicateur qui s'appelle donc la heatmap MyTraffic, la carte de chaleur MyTraffic, qui permet de voir par vue aérienne un petit peu les dynamiques de fréquentation piétonne dans une zone. Donc les zones rouges, les zones à forte densité de flux de piétons, les zones bleues, les zones à faible densité, et ainsi de pouvoir délimiter les contours de son périmètre ORT. Et ensuite, dans la logique Action Cœur de Ville, il y a le deuxième volet, l'élaboration des fiches actions et la mesure d'efficacité des actions menées. C'est pareil finalement. Je mesure les niveaux d'attractivité de mon territoire. J'ai une zone de chalandise qui est extrêmement étendue, j'attire du monde de loin, etc. Au contraire, elle est ultra réduite à mon territoire ou aux 3 communes voisines. Je fais un premier état des lieux. Finalement, je mets en place des opérations et des actions assez concrètes. Typiquement, potentiellement, la collectivité n'avait pas de braderie. Elle décide de mettre en place une braderie sur le mois de février, mois le plus creux dans l'année. L'idée étant de redynamiser la fréquentation à ce moment-là. Et ensuite, elle en mesure l'efficacité. Donc, on est vraiment sur ces 2 volets-là, sur Action Cœur de Ville, avec une logique de promotion du territoire, tout simplement, pour accroître davantage la collectivité. Et au niveau des actions d'aménagement, je parlais de piétonisation parce que ça revient systématiquement. Ça a été le cas typiquement pour la commune de Châlons-en-Champagne ou Dunkerque, avec qui on travaille sur Action Cœur de Ville, qui via la solution MyTraffic ont mesuré l'efficacité de leur opération de piétonisation. Typiquement sur une ville comme Châlons-en-Champagne, c'est la place de la République, je crois, leur place centrale, qu'ils ont piétonisé, où ils ont un gain de 9% de chalands post-aménagement. Alors la solution est-elle utilisable en Guadeloupe? Alors, c'est une question qui revient de manière extrêmement récurrente sur l'outre-mer. Ouais. Et j'ai toujours la même réponse. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'aujourd'hui, sur l'outre-mer, on a un sujet au niveau de la quantité de données disponibles qui nous empêche aujourd'hui de produire des statistiques fiables. Donc, on est systématiquement en cours de recherche de fournisseurs, mais pour le coup, aujourd'hui, on n'est pas sur les seuils attendus pour pouvoir produire nos analyses statistiques. Merci beaucoup. Alors, on a vu qu'on utilisait la donnée pour évaluer la fréquentation en l'occurrence et donc agir sur des politiques en matière de tourisme, de commerce, de mobilité. Avec les derniers témoignages de la start-up Sensing Vision et de la commune de Saint-Grégoire, à côté de Rennes, on va maintenant s'intéresser à l'utilisation des données pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Alors, je laisse la parole tout de suite à Benoît Vagneur, directeur général de la start-up Sensing Vision. Bonjour, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Un peu plus fort, ce serait l'idéal. Je partage l'écran. Donc on est désolé de ne pas avoir pu être présent physiquement avec vous, mais il se trouve que Laetitia Romossonnet est positive au Covid et moi je suis cas contact. Et ça n'a rien à voir, on n'a aucune relation sur ce sujet-là. Mais c'est la raison qui fait qu'on ne peut pas être présent parmi vous aujourd'hui.
Laetitia, je te laisse peut-être te présenter et puis introduire le sujet. Ouais, merci, merci Benoît. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laetitia Romoissonnet, je suis première adjointe au sein de la commune de Saint-Grégoire, près de Rennes, effectivement. Peut-être pour la genèse du projet et pour expliquer pourquoi on a appelé notre projet Small Smart City. C'est important pour nous, puisqu'il y a 4 ans, on a commencé à regarder ce qui se passait dans pas mal de villes et notamment de grandes villes. Et on s'est dit, la Smart City n'est pas, voilà, ce n'est pas que pour les grandes villes. Et donc, on s'est inscrit dans cette démarche d'innovation au sens large en tant que ville, puisqu'on est une ville de 10 000 habitants, même si on n'est pas une petite ville, mais c'est pas très grand quand même. Et on a lancé un appel à projet. On s'est dit, on va faire confiance. Nous, c'est pas notre métier. Moi, je suis élue depuis 3 mandats, le maire aussi. Et on avait envie et besoin aussi d'accompagner la transformation de notre commune, et notamment pour pouvoir développer effectivement plus de services, de rendre un meilleur service à moindre coût, puisque malgré tout, on est tous contraints en collectivité par les finances publiques. Et on souhaitait accompagner cette démarche. Et on a lancé un appel à projet sous 4 axes qui étaient assez larges. Et du coup, Benoît va en développer un, qui était d'avoir une ville connectée et collaborative. Une ville de solidarité et d'entraide, et ça rejoint les premières présentations sur les démarches participatives, et j'abonde complètement dans ce sens. C'est important en matière de transparence citoyenne et de mobilisation de nos citoyens, de nos administrés. L'axe 3 qui va plus nous concerner justement avec Benoît, qui était une ville haute qualité environnementale, et enfin une ville de mobilité durable. Donc on avait fait un cahier des charges, un appel à projet assez large, dans une logique effectivement de maîtrise des moyens, on va dire publics, d'optimisation et de transformation de la commune pour un meilleur service, et j'y reviendrai dans la conclusion, en matière d'usage et du coup aussi d'économie, nous permettant finalement de remobiliser ces économies sur des nouveaux services ou des nouveaux budgets au sein de notre commune. Merci beaucoup Laetitia. Donc, je vais revenir sur le début de la présentation. En quelques mots sur Sensing Vision, on est une jeune entreprise, on a juste 5 ans, on est basé juste à côté de Rennes. On est actuellement une vingtaine de collaborateurs et on va finir notre dernier exercice sur un chiffre d'affaires de l'ordre de 5,5 millions d'euros. On a 2 grandes activités. On propose des infrastructures souveraines pour les collectivités locales, je reviendrai dessus. Et puis on propose des plateformes qui marient l'Internet des objets et l'intelligence artificielle sur des cas d'usage qui vont être l'énergie et les qualités de l'air pour les bâtiments, les questions de stationnement intelligent et d'analyse de trafic, la gestion des points d'apport volontaire de déchets, la télérelève des compteurs d'eau, des solutions pour espaces de coworking et des solutions de vidéoprotection et de vidéosurveillance. En fait, on se base sur 4 ruptures technologiques qui, pour nous, changent vraiment la règle. La première rupture, c'est l'Internet des objets. Pour nous, c'est la capacité de mesurer et d'avoir de l'information à très faible coût. La deuxième rupture, c'est les plateformes cloud. Les plateformes cloud, ça veut dire qu'on est capable de mener des projets à des échelles très différentes. On a des projets à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un département. L'autre intérêt des plateformes cloud, c'est la simplification du déploiement. La moitié du déploiement de nos projets sont faits en régie par nos clients. Il y a très peu de complexité sur l'installation de nos plateformes. Il y a beaucoup de complexité ensuite. On utilise de l'intelligence artificielle pour passer d'un grand volume de données à l'information compréhensible dont peuvent se saisir les agents des collectivités et avoir des actions derrière ça. Et puis, on utilise des technologies qui s'appellent Open API sur la question de la maîtrise et de la souveraineté des données. On a une grosse habitude de travailler avec des petites collectivités. On a travaillé sur un projet qui s'appelait Wi-Fi for You, qui était un projet de mise à disposition de Wi-Fi pour les collectivités locales. On est le premier installateur en France sur ce projet-là et on a à peu près 60 communes déployées. On s'est traité des projets sur des villages je crois que le plus petit projet qu'on a, c'est 422 habitants. Puis après, on travaille sur des projets beaucoup plus gros en fonction des cas d'usage.
Donc Saint-Grégoire Smart City, ce qui était très intéressant dans l'approche, ce n'était pas un cahier des charges technologique, c'était nos centres d'intérêt sont ça, nos objectifs sont clairs, faites-nous rêver. Et c'était vraiment ça le projet. La réponse qu'on a faite, en fait, ça a été ça. Ça a été de dire, bah, la première chose à faire, c'est qu'il faut une infrastructure. Si on n'a pas d'infrastructure, on ne fera pas grand-chose. Donc, en mauve, on a les briques d'infrastructure. Et puis, sur cette infrastructure, on a construit un certain nombre de briques applicatives, Estate Manager pour la partie des bâtiments que je vais détailler, des solutions de stationnement intelligent, des hotspots Wi-Fi publics, de la vidéoprotection, du télétravail, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une logique modulaire où on construit une infrastructure et puis après, on déploie des blocs d'applications et on les déploie à l'échelle qu'on a envie de les déployer. Alors, sur la partie infrastructure, je ne vais pas aller trop loin, mais on a d'abord interconnecté tous les bâtiments avec un réseau optique privé. On supervise l'ensemble de ce réseau-là avec des plateformes que je vais vous montrer juste après. Et le point d'intérêt, c'est qu'on est en coexploitation avec les équipes de Saint-Grégoire. Il y a 2 informaticiens qui gèrent l'ensemble de l'informatique à Saint-Grégoire qui font le quotidien d'exploitation de l'infrastructure. Et nous, on n'intervient qu'en mode secours ou en mode expertise quand il y a besoin. Sur le Wi-Fi, donc on a déployé une grosse infrastructure Wi-Fi. Et le Wi-Fi, c'est aussi un moyen d'évaluer la fréquentation des sites ou l'activité d'un certain nombre de territoires. Là, M. le maire m'avait demandé de sortir des statistiques pour montrer ou pas si on avait, via les bornes Wi-Fi, un effet post-confinement ou pas. Et donc là, on voit les stats de l'utilisation des hotspots Wi-Fi avant et après le confinement de mars 2020. On a tout un tas d'outils qui vont nous permettre de suivre l'usage et l'infrastructure du réseau. Donc là, je vais passer sur... je vais essayer de vous montrer un outil dynamique. Donc, je ne sais pas si vous voyez le changement d'écran. Vous voyez le changement d'écran. Donc là, on est sur l'outil qui est à disposition à la fois de nos équipes, mais surtout des personnels de Saint-Grégoire, y compris des élus. Je crois que Laetitia va souvent sur ces outils-là. Donc là, on a un outil qui nous permet de superviser l'ensemble du réseau. Je vais passer la carte. On voit qu'on peut avoir des défauts. Là, on a un site qui est déconnecté. On a des outils. Là, c'est l'outil qui va permettre de suivre la fréquentation du Wi-Fi et on va être capable d'aller de site en site et d'avoir des idées très précises sur qui fréquente le site, combien de temps il reste sur le site, est-ce que c'est des gens qui viennent fréquemment, pas fréquemment. Peut-être, Benoît, pour remettre en contexte, effectivement, on avait une problématique de jeunes, de nos ados qui n'avaient pas forcément de Wi-Fi dans la commune et surtout qui ne se regroupaient pas forcément où on souhaitait qu'ils se regroupent. Et c'est vrai que le fait, on a pu agir sur cette politique publique puisqu'on a ce qu'on appelle le passage qui est un lieu pour les ados. Et du coup, le fait de mettre en place ces bornes Wi-Fi, alors moi, je ne suis pas du tout ingénieur. Benoît rigole à chaque fois, mais moi je suis plutôt usage. Et du coup, le fait d'installer sur un certain nombre de sites, on a pu du coup agir sur la politique envers les jeunes et en particulier les adolescents. Il y a une grosse culture d'évaluation des politiques publiques où là, ici, on montre un des rapports qui est généré, qui est envoyé aux maires et aux élus qui sont intéressés par le sujet sur à la fois la disponibilité et l'usage du réseau. Et là, ce qu'on voit en statistique générale, c'est le réseau, donc Saint-Grégoire, c'est 160 agents. Le réseau est utilisé par 1700 utilisateurs uniques par mois. Et il y a à peu près 700 personnes qui se connectent par jour au réseau de Saint-Grégoire. Donc, très, très largement au-dessus des agents uniquement. Je reviens sur la présentation. Donc, on a bâti une infrastructure et on a bâti une infrastructure notamment Internet des objets. La commune a décidé de se doter de sa propre infrastructure pour 2 raisons. Une raison de prix, ça coûte beaucoup moins cher d'investir dans son infrastructure que louer une infrastructure opérateur. Et puis surtout de qualité de couverture radio, puisque là, le sujet, c'était d'être capable de connecter l'ensemble des capteurs sur l'ensemble du territoire de la commune, ce que ne permettait aucun opérateur du marché. Ce qu'on montre là dans ce schéma-là, c'est globalement sur des projets où on va avoir plus de 50 objets connectés, une infrastructure privée est moins chère qu'une infrastructure opérateur. Le gros sujet de ce projet-là, ça a été la question de l'efficacité énergétique sur les bâtiments. Et l'objectif de la collectivité était d'avoir une position assez agressive, en capacité de réduire la consommation d'énergie de l'ordre de 20% au bout de 6 mois de mise en place du projet.
Et en fait, il y a deux manières de le faire. Soit on fait de la rénovation énergétique, ce qui est très complexe. L'approche qu'on a eue, ça a été de collecter de la donnée et avec cette donnée-là, d'identifier à la fois les dysfonctionnements, d'identifier tout ce qui est fuite, tout ce qui est consigne mal réglée, d'identifier les mauvais réglages de bâtiments. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un paquet de mauvais réglages. Un groupe scolaire chauffé pendant les vacances de Noël, par exemple. Et quand on arrive à, d'une manière continue, traiter, superviser, et ainsi de suite, on arrive à des résultats assez impressionnants. Alors la plateforme technologique, je ne vais pas la détailler trop, mais en gros, sur la collectivité, on n'a que des capteurs déployés, on a des infrastructures réseau, puis après on a des plateformes cloud qui vont permettre de traiter l'information. Sur ces plateformes cloud, on va aussi agréger d'autres données, par exemple des données météo, des données qui proviennent de Linky, des données Gaspard ou des données d'agenda d'usage des bâtiments. Et globalement, nos plateformes, elles font trois choses. Elles proposent des applications web, elles proposent des notifications d'alerte par SMS ou mail, et puis on a des intégrations avec des API, notamment sur des data lakes si on a le sujet. Donc on va déployer des compteurs qui vont permettre de mesurer les consommations, des capteurs qui vont permettre de mesurer les consommations des compteurs. On travaille beaucoup sur l'usage du bâtiment. L'usage du bâtiment, on a plusieurs technologies pour avoir l'usage du bâtiment. On a des capteurs. Donc le capteur en haut à gauche est un capteur qui va nous permettre d'avoir des informations sur la fréquentation du bâtiment. On a un compteur de mouvement. Puis on a également une sonde de CO2 qui est un indicateur précieux pour avoir une idée du nombre de personnes qu'on va avoir dans les pièces. Et puis on utilise d'autres types de technologies plus sophistiquées pour calculer la fréquentation des bâtiments. Par exemple, les bornes Wi-Fi dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont une capacité de compter en fait le nombre de smartphones qu'on a en proximité, ou des caméras vidéo qui, en plus d'avoir des fonctions de vidéoprotection, vidéosurveillance, ont des fonctions de comptage. Et on intègre toutes ces données dans nos plateformes. Donc, toutes les données sont intégrées dans les plateformes, croisées avec les données météo et ainsi de suite. On a du traitement numérique sur les données. Et puis, le but du jeu, c'est des choses assez simples, c'est de travailler sur des questions de service rendu. Je suis censé chauffer mon école à 20 degrés, en vrai, je fais quoi? Travailler sur des détections de défauts, d'anomalies, des fuites d'eau et ainsi de suite. Travailler sur des potentiels d'économie. Donc pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est de vous montrer à quoi ressemblent les plateformes. Donc là, on est sur la plateforme qui est proposée à la mairie. On est capable de superviser l'infrastructure. On voit qu'on a 135 capteurs qui sont opérationnels et puis on a des alertes métiers. Là, il y a trois types d'alertes métiers qui ont été paramétrés. Il y a des alertes de température. Là, en ce moment, sur Rennes, il fait très, très beau, très, très chaud. Donc, il y a plein d'alertes de température. Il y a des alertes de froid puis des alertes de CO2. Là, par exemple, l'alerte de froid, on supervise les restaurants, les frigos de restauration scolaire et puis les frigos qui servaient pour la partie centre Covid. Et là, on voit qu'on a une alerte de température sur centre Covid. Donc là, c'est un mode de gestion. On va gérer des alertes, on va gérer des dysfonctionnements. Et Laetitia racontera tout à l'heure quelle organisation a été mise en place justement pour se saisir de la plateforme, mais c'est vraiment important. On a un deuxième type d'outils qui sont des outils qui permettent d'objectiver les consommations. Donc là, on a le détail des consommations électriques et puis on se rend compte qu'au COSEC, on a un problème. On a une augmentation de 924 € la consommation électrique, plus 23%. Il y a eu un vrai sujet. Voilà. On a d'autres outils qui vont permettre, donc là, c'est des outils assez précieux qui permettent de se dire, si mes bâtiments étaient réglés d'une manière optimale, qu'est-ce que je serais en capacité de gagner? La Saint-Grégoire a fait un énorme boulot de réglage. Globalement, en heure ouvrée, on considère qu'on est nominal. En heure non ouvrée, on considère qu'on peut encore gagner 6% de la consommation à l'échelle de la ville. Et si on zoome, par exemple, sur pourquoi on peut gagner 6%, ben on se rend compte que sur un site qui s'appelle Galerie, on a le bureau de direction au premier étage qui est chauffé en permanence à 21 degrés. Et ça, c'est 45% de surconsommation. Donc là, l'action des agents de la collectivité, ben, c'est d'aller changer le réglage du chauffage sur ce site-là. Je vais continuer sur la présentation. On a également déployé une solution de Smart Parking. Donc, Smart Parking, c'est quoi? C'est des capteurs de stationnement, des indicateurs dynamiques qui donnent le nombre de places disponibles et puis de relais sur des applications Way ou du Google Maps ou du Waze. Le sujet Smart Parking à Saint-Grégoire, c'était un sujet d'attractivité du centre-bourg, où en fait l'idée, c'était d'objectiver le fait qu'il y avait toujours des places de parking disponibles et que les gens n'avaient aucun problème à s'engager dans le centre-bourg de Saint-Grégoire, qui est un centre-bourg un peu compliqué avec pas mal de sens uniques et puis des petits parkings un peu dispatchés, où en fait, en objectivant le fait qu'il y avait toujours des places de disponibles, ça permet aux gens, sans état d'âme, de s'engager. Ils savent qu'ils vont trouver une place. Et ça a été un élément, à mon avis, intéressant en termes d'attractivité commerciale.
Sur la conclusion, c'est une initiative qui a été reconnue. Il y a pas mal d'articles, pas mal de prix qui ont été associés à ça. Et puis, je te propose peut-être, Laetitia, de refaire un point sur comment le projet a été perçu. Puis je vais terminer sur un dernier slide sur comment on peut accompagner les petites villes de demain sur ce sujet. Oui, donc après, effectivement, maintenant 3 à 4 ans de recul, bon, même s'il y a eu la période Covid qui était un petit peu compliquée quand même pour tout le monde, pour autant, en tout cas, le choix qu'on a fait à l'époque, c'était de se dire, on met une infra, Benoît l'a dit tout à l'heure, qui va nous permettre de mettre des briques d'usage. Donc, on a mis vraiment ces briques d'usage et on va continuer d'ailleurs à les développer, ces briques d'usage, dans une logique alors sur les bâtiments, par exemple, de sensibilisation, alors de la qualité de l'usage au sein des bâtiments. Et là, on a pu travailler avec les associations pour aussi sensibiliser les associations sur le fait qu'on ne peut pas chauffer à 25 degrés tout le temps et que voilà, il y a quand même une sensibilisation de plus en plus forte sur la ressource au sens large. Pareil sur l'eau d'ailleurs, avec l'association de foot par exemple et les vestiaires. Donc c'est un outil qui nous a permis d'objectiver et du coup d'accompagner les acteurs du territoire et en particulier les associations, mais aussi certains nombre d'élus sur l'effort qu'on doit faire au quotidien pour optimiser et tout en gardant la qualité de confort des différents bâtiments. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est ce que je dis, puisqu'on a eu la question du budget tout à l'heure. Donc, ce projet, il nous a coûté un demi-rond-point. Je dis souvent comme ça, parce que finalement, on est souvent dans les communes, dans les collectivités, on investit sur de la voirie, sur des bâtiments, etc. Ce projet, il coûte un demi-rond-point et en termes de retour sur investissement, c'est entre 3 et 4 ans. Donc, c'est très rapide et c'est un vrai atout. Et c'est pour ça qu'on met nos briques petit à petit. Alors, pourquoi on les met petit à petit? Ça, c'est un point important et sans doute un écueil, entre guillemets, ou en tout cas un point de vigilance. C'est toute la conduite du changement qu'on avait sans doute un peu minimisé au démarrage du projet. Et d'accompagnement des agents sur ce type de projet. C'est vrai que c'est un projet qui nécessite une appropriation au quotidien et finalement un travail par les services de mobilisation sur ces outils qui sont numériques, donc qui ne sont pas forcément toujours faciles. Alors, ils sont faciles à prendre en main, on va dire, mais c'était pas forcément naturel pour tout le monde au niveau des agents. Donc ça, on l'avait un peu minimisé, donc on a corrigé le tir depuis, mais c'est vrai qu'au démarrage, le projet, il a eu du mal à être piloté en interne, donc on a pu mettre en œuvre un accompagnement, et je pense que c'est un point important dans ce type de projet, de pouvoir vraiment accompagner les agents dans cet objectif et dans cette appropriation de ces projets. C'est aussi pour nous, au-delà de la maîtrise, une aide à la décision qui porte sur nos différentes politiques publiques. On a parlé du Wi-Fi tout à l'heure, mais aussi sur les bâtiments, c'est une aide à la décision pour nous sur les priorisations d'investissement. Benoît le disait tout à l'heure sur la rénovation énergétique. Ça nous permet d'identifier quels sont les bâtiments qui sont vraiment compliqués à gérer et du coup nécessitent la mise en place d'une maintenance automatique ou plus simple en termes de maîtrise énergétique ou au contraire, là, on a refait les sols sur le gymnase dernièrement parce qu'il y avait une déperdition forte d'énergie sur ce bâtiment. Donc, c'est aussi un outil d'aide à la décision qui est important pour nous. Et enfin, le dernier point, je pense que ce projet, à nous, on avait vraiment l'ambition, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Rennes Métropole, mais peut-être dans l'auditoire, que ce soit un projet duplicable. Et pour qu'il soit duplicable, il faut que la techno, effectivement, elle suive, entre guillemets, elle soit facile à mettre en œuvre. C'est le cas. On a réussi, on n'a pas de ressources non plus, pas pléthore de ressources non plus à Saint-Grégoire, et accessible en matière financière. Et c'est le cas aussi. Et je pense qu'il faudrait aller plus loin sur l'ensemble du territoire de la métropole, parce que là, on est sur des compétences communales. Mon rêve, ce serait d'avoir l'ensemble des compétences du territoire qui soient gérées sur une même plateforme, puisque la métropole gère les candélabres, gère tout ce qui est déchets.
Donc de pouvoir piloter finalement, puisque l'objectif, c'est de rendre un meilleur cadre de vie à nos administrés et toutes les compétences y contribuent. Et je trouve que c'est un outil qui est assez performant et qui permet à la fois de gérer le quotidien et d'être une aide à la décision sur nos investissements futurs. Alors, Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Laetitia. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour les petites villes de demain? En fait, ce qu'on fait en général, c'est quoi? C'est qu'en amont du projet, on a des grosses phases d'acculturation, de partage d'expérience. Et puis, dans certains cas, on peut aller jusqu'à des études d'opportunité de cadrage budgétaire. En fait, ce qui est très compliqué pour les collectivités, c'est tout ça, combien ça coûte. C'est vraiment des choses compliquées à répondre. Ensuite, on a la phase opérationnelle du projet où on va répondre aux appels d'offres, aux consultations, où on travaille dans des contextes de marché d'innovation. On met en œuvre les solutions. Il y a une grosse partie formation des équipes et conduite du changement qu'on a énormément renforcé. Et puis après, on a toute la partie supervision, maintenance et assistance de la solution qu'on va avoir. Et ce qu'on a comme spécificité, c'est qu'on est capable de faire des projets à l'échelle d'un bâtiment, d'une ville ou d'un territoire. Le plus gros projet qu'on traite, c'est un projet à l'échelle du département du Finistère, où là, le sujet, c'est l'ensemble du périmètre de ces solutions-là à l'échelle du département. L'autre particularité qu'on a, c'est qu'on s'appuie sur une infrastructure souveraine qui est la propriété de la collectivité. Ensuite, sur cette infrastructure, on déploie des applications métiers en fonction des spécificités des territoires. On a des territoires qui sont intéressés par des systèmes d'alerte de crue, qui sont intéressés par plein de choses qui vont être très spécifiques territoire par territoire. La dernière spécificité qu'on a, c'est on est sur des modèles économiques où on ne mobilise que du budget d'investissement, avec notamment sur la question de l'énergie, la capacité de faire des économies mécaniquement sur le budget de fonctionnement. Et puis en termes d'approche financière, on est capable de travailler sur des projets qui vont de 6 300 € à plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, voilà. Merci pour votre attention. Merci à vous, merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a il nous reste 2 petites minutes pour peut-être prendre une question et puis... Alors, je vais peut-être inviter Franck, si tu veux dire un mot de conclusion, ou d'abord applaudir, oui. Je retiens que dans ces 4 présentations, l'intérêt, c'est à la fois de disposer d'informations fiables grâce aux données, de disposer d'infos de terrain, finalement, grâce à la participation citoyenne. Franck, un mot de conclusion? Très rapidement, vraiment juste redire à quel point ce qu'on a vu démontre aussi, je trouve, l'agilité des petites villes et leur capacité à se saisir des solutions innovantes. Et puis, on a commencé en se posant la question: que peuvent les startups pour les petites villes de demain? J'espère qu'on vous a convaincu qu'elles peuvent beaucoup. Et puis aussi, comme je le disais dans l'introduction, ce sont vraiment des outils qui impactent la vie quotidienne des habitants, qui améliorent la qualité de vie dans les petites villes et qui finalement ont aussi, je dirais, sont aussi un levier d'attractivité pour ces petites villes. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de continuer à explorer ces sujets avec nous, puisque donc, en guise de conclusion, je vous invite à revenir le 6 septembre pour de nouvelles aventures au Hub, en découvrant justement autour de cette notion d'attractivité, comment des solutions innovantes peuvent contribuer à la redynamisation des petites villes, en abordant cette fois 2 thématiques que sont l'accueil de nouveaux habitants, voilà, comment ces logiques de plateforme peuvent aussi servir à attirer, à accueillir, à informer des nouveaux habitants. Et puis autour des questions de mobilité, puisqu'il y a aussi des innovations sur le sujet de la mobilité qui peuvent être abordées à travers ces startups. Voilà, merci beaucoup de vos attentions et donc je vous dis prochaine étape de que peuvent les startups pour les petites villes de demain, ce sera le 6 septembre. À quelle heure peut-être, si tu as l'horaire? Puisque je donne la date sans l'horaire et j'ai entendu tout à l'heure que c'était un mauvais réflexe. Eh ben, comme aujourd'hui, normalement, même heure. Même heure, on prend les mêmes Donc heures. à partir de 16h30. 16h30, 18h, voilà. C'est les formats. Ah, ou peut-être le matin. Bon, alors il faudra revenir sur le site. Donc voilà, comme vous aurez le lien d'inscription pour la suivante, voilà, dans le message qui vous enverra le replay de celle-ci. Et donc à très bientôt. Merci bien. Au revoir.